Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par I Hate People Too. Je travaille dans la production musicale, je facture 125$ de l'heure pour éditer, mixer, masteriser les enregistrements des groupes, ce qui est environ la moitié du tarif moyen. Un groupe est venu me voir, j'ai mixé son album, cela m'a pris 10 heures. Donc, 10 fois 125 égale 1250$. À la fin, ils ont dit, et je plaisante même pas, mais c'est tellement ridicule. Une heure ne compte que 60 minutes, pas 100, donc tes calculs sont faux et injustes. J'étais stupéfait, car comment des gens de 30 ans peuvent-ils être si stupides? J'ai dit, peu importe combien de minutes il y a dans une heure, je facture à l'heure, et vous avez accepté. Ils avaient signé un contrat. Ils sont partis et ont refusé de payer. C'était leur premier album et ils ne savaient pas, parce qu'ils n'ont pas lu ce foutu contrat, que j'avais sauvegardé des copies de tout travail que j'avais fait et qu'il y avait une clause qui disait que mon studio restait propriétaire de 100% de la musique sur laquelle je travaillais jusqu'à ce que je sois payé et que je cède les droits au groupe. Encore une fois, c'est un contrat très standard dans l'industrie musicale. Ils avaient prévu de vendre leurs CD au concert pour 20$ chacun. J'ai publié leur musique gratuitement en ligne sur tous les sites que j'ai pu trouver, et je connaissais aussi les salles où ils jouaient. Alors j'ai fait 1500 CD, ça m'a coûté 200$, mais ça valait le coup par pure rancune, lol. Et à chaque concert, j'installais un stand avec leurs CD juste à l'extérieur de la limite de propriété de la salle, et je donnais leurs CD gratuitement en agissant comme un agent du groupe. Une chose qu'ils n'avaient pas prévue non plus, j'ai rendu les voix sur les CD déformées avec Autotune. Le groupe s'est séparé environ 6 mois plus tard, après que les gens ont cessé d'aller les voir. J'adore les vengeances absolument légales. Moi et mes deux amis qui m'ont aidé, on a bien rigolé. Genre, on était tout le temps en train de rigoler, pendant que ça se passait, c'était génial. Paix, ou va te faire mettre. Plus bas dans les commentaires, on a une contribution de Mike Mogissé. Il y a des années, quand Photoshop était nouveau, je travaillais comme photographe. Un groupe régional est venu pour une séance de photos pour des promos de concerts, des affiches de spectacles et peut-être une pochette de CD qu'ils étaient en train d'enregistrer. Ça a pris tout l'après-midi, j'ai tiré 6 ou 7 rouleaux de pellicule. Vous vous souvenez des pellicules? J'ai développé la pellicule, fait des planches contact, choisi quelques douzaines des meilleures images pour les épreuves et je les ai imprimées sur place. Ils sont venus, les ont regardées, ont fait une commande de bonne taille et j'ai commencé à imprimer, y compris des photos de la taille d'un poster. À ce stade, ils me doivent environ 1200$. J'appelle pour leur dire que c'est prêt, je leur donne le total et je leur rappelle qu'ils devront payer en totalité avant que j'envoie le travail. Cet après-midi-là, ils envoient un gars, mais il ne sait rien à propos d'un chèque, alors il repart les mains vides. Leur responsable m'appelle le soir même et me dit quelque chose comme Hé, nous avons besoin des impressions et du matériel de promotion pour la soirée de lancement du CD ce week-end. Je lui dis que tout est prêt, mais je lui rappelle que je dois être payé en totalité avant que le matériel ne soit envoyé. Il dit ok, il enverra quelqu'un demain pour le récupérer. Demain arrive, un autre gars se présente. Il ne sait pas non plus ce qu'est un chèque, alors il repart les mains vides. Ces types, le manager, les membres du groupe, un technicien du son, m'ont tous contacté cette semaine-là. Je leur ai dit que tout était prêt, qu'il fallait juste me payer. Ils ne se décident jamais à me payer, alors je ne livre jamais les images. Les images de la pochette du CD et de la fête de lancement ressemblent toutes à des photos prises par un copain de beuverie avec un instamatique. Ce que j'ai fait, c'est utiliser Photoshop pour améliorer les photos du groupe que j'ai créé. Ces images ont été diffusées dans toute la ville à chaque fois que ces crétins donnaient un concert. Le bassiste chevauchant le batteur comme un poney, le chanteur couvert d'acné qui bâille pendant que le claviériste est à genoux devant lui, des trucs stupides et peu flatteurs. En un mois, ils ont payé et ont reçu le matériel qu'ils avaient commandé. Je leur ai rappelé que s'ils essayaient de lancer des rumeurs pour nuire à ma réputation, j'avais toujours les négatifs. Je n'ai plus jamais travaillé avec eux. Ils se sont bien débrouillés pendant quelques années, mais n'ont jamais vraiment percé. Je n'ai plus revu aucun d'entre eux depuis des années. La dernière histoire est postée par Felipe Meyer. Partie 1, où je fais perdre à mon ancien patron un tas d'argent à cause du piratage de logiciels. Un peu de contexte. Je suis enseignant, avec un diplôme en publicité, et je m'occupe d'informatique depuis une vingtaine d'années. Même si j'ai découvert mon amour pour l'enseignement il y a seulement 10 ans, entre-temps je suis passé par de nombreuses écoles, des plus grandes aux plus petites, et j'ai accumulé un tas d'expériences, aussi bien en classe que dans les coulisses, en concevant des cahiers d'exercices, des cours vidéo, des plateformes d'apprentissage et autres. J'ai donc commencé à penser qu'il était grand temps de migrer vers un poste de direction. L'occasion s'est présentée dans une prestigieuse école d'art numérique, et je suis devenu son responsable de l'enseignement, supervisant tous les enseignants et les routines d'apprentissage des stagiaires. C'était un travail difficile, mais honnête, pendant un temps. Il est vite devenu évident que mon patron n'était pas exactement ce qu'il essayait de présenter aux élèves et aux employés.
Il manifestait des éclats de colère et se mettait à dos l'équipe, exigeant des résultats impossibles et posant des questions sur des tâches qu'il n'avait jamais attribuées, mais que nous devions en quelque sorte deviner. Une fois, pendant une réunion, il a attrapé une grosse chaise et a fait semblant de la lancer à travers la pièce. C'est son idée d'une blague. Personne n'a bronché, car personne n'a douté une seule seconde qu'il était capable de faire réellement l'acte. Inutile de dire que personne n'a ri non plus. Dans mon pays, les employeurs peuvent retenir les contrats des employés jusqu'à 3 mois, ce qui signifie que pendant 90 jours, tu n'as aucune sécurité d'emploi et que tu peux être licencié à tout moment sans aucune conséquence pour l'entreprise. Ce que mon patron rappelait tout le temps à tout le monde, en plaisantant à moitié, en essayant de garder tout le monde sur le qui-vive. En fait, il m'a dispensé de ce traitement. Il avait la mauvaise habitude de traiter les directeurs différemment, et m'a constamment félicité pour mon bon travail jusqu'au jour où mon contrat d'intérim a pris fin, ce qui signifie que j'étais alors un véritable employé, avec tous les avantages, et que je ne pouvais pas être renvoyé sans qu'il me paie tout ce que la loi stipule. J'ai donc été vraiment surpris quand il a commencé à me traiter de façon hostile moins de 24 heures après la fin de mon contrat temporaire, et le début de mon emploi à part entière. Les louanges ont disparu, et à leur place sont venus les cris, les critiques, et des exigences de plus en plus folles. Nous avons payé une entreprise extérieure pour qu'elle fasse la maintenance des PC de la salle de classe chaque semaine. Mais d'une manière ou d'une autre, les bugs et les plantages étaient maintenant de ma faute. Une fois, il m'a fait rester après les heures de travail, un samedi, après que tous les élèves et le personnel soient partis. Il m'a interdit de rentrer chez moi avant d'avoir fait fonctionner tous les ordinateurs sans problème. Il m'a demandé de lui trouver un nouveau vendeur, et j'ai présenté un ami, en lui faisant bien comprendre qu'en aucun cas je ne demandais à ce qu'il soit embauché. Je faisais juste les présentations, et s'il aimait le gars après qu'ils aient parlé, c'était sa propre décision et sa responsabilité de l'embaucher ou non. Quelques semaines plus tard, il m'a engueulé pour être allé boire un verre avec cet ami, en disant que les managers devaient rester avec les managers et que je devais me mêler à des gens de mon rang, pas au personnel, parce qu'ils étaient en dessous de nous apparemment. J'ai dit que c'était absurde, je lui ai rappelé que je connaissais ce type depuis des années déjà et que s'il le voulait, il pouvait se joindre à nous pour boire un verre à tout moment. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Les abus ont continué et se sont même intensifiés. Un jour, j'ai commencé à ressentir des douleurs à la poitrine et mon bras gauche s'est complètement engourdi. Pendant que mon ami appelait une ambulance, je me suis retiré dans le bureau de mon patron, occupé à ce moment-là par sa fiancée, et je lui ai dit calmement: ne vous occupez pas de moi, je pense que je fais une crise cardiaque, alors je vais rester allongé ici quelques minutes pour que les élèves ne me voient pas. Bien sûr, elle est devenue folle après ça. La bonne nouvelle, ce n'était pas une crise cardiaque, mais une crise d'angoisse. Et ce n'était pas la dernière. J'avais 36 ans à l'époque, et c'était la première fois que je voyais ma mère pleurer depuis le décès de mon père, plus de 20 ans auparavant. Suite, bien sûr, à une crise cardiaque. J'ai décidé que c'en était assez. Alors j'ai donné mon préavis de 30 jours en invoquant des problèmes de santé. Je n'avais pas encore terminé 6 mois de travail là-bas. Je me suis assis avec mon patron. Je ne l'ai blâmé en aucune façon, mais j'ai dit que le stress me faisait craindre de quitter ma famille trop tôt, et je lui ai donné toutes les garanties dont il avait besoin pour que je travaille pendant toute la durée de mon préavis, afin de terminer chaque projet que nous avons commencé depuis mon embauche. J'ai donc fini de mettre à jour les cours, terminé le développement de notre toute nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne, fini d'embaucher les enseignants pour le prochain semestre. J'ai même tourné des vidéos pour promouvoir chaque cours du menu de l'école. Il reste moins d'une semaine avant mon dernier jour. Il m'a convoqué dans son bureau pour me montrer les nouveaux plans de carrière de l'entreprise. Je ne connais pas le terme équivalent en français, mais c'est le chemin prévu par l'entreprise pour la croissance de chaque poste. Alors, tu vois, c'est ce que tu vas gagner dans quelques mois. Enfin, si t'arrêtes d'être une mauviette et que tu fais ton putain de travail. Je n'arrivais pas à y croire. Après tous les abus, toute la toxicité, j'avais essayé de prendre la voie la plus élevée et de tout terminer sur une bonne note. Il a appelé mes problèmes de santé être une mauviette. J'en pouvais plus. Je lui ai dit de déduire les prochains jours de mon paiement final et je suis parti. Maintenant, c'est l'heure de la vengeance. Vous vous souvenez que je lui ai présenté un ami et qu'il a effectivement embauché le gars. Lors de mes derniers jours, j'ai annoncé à mon patron que j'allais ouvrir ma propre école après mon départ, mais j'ai omis de mentionner que cet autre employé était mon partenaire commercial. Alors, quand mon ami a demandé son préavis de 30 jours, notre patron a piqué une crise. Il a presque jeté mon ami dehors, lui disant de ne plus jamais remettre les pieds ici et de partir immédiatement. Selon la loi, cela signifie qu'il a dû payer pour ce mois entier, plus chaque jour restant qu'il a travaillé avant, plus les commissions. En ajoutant à cela mon dernier salaire, qui était accompagné de 6 mois d'indemnité, on avait plus qu'assez pour commencer notre nouvelle entreprise. Mais ce n'est pas la vengeance. Il nous a en fait signer une sorte de clause de non-divulgation avec un tas de clauses illégales qui rendaient tout le contrat invalide.
nous empêchant de révéler tout secret de l'entreprise pendant ou après notre séjour chez eux, au risque de se voir infliger une amende de 30 000 dollars, environ 6 000 dollars américains à l'époque. Cependant, aucun contrat ne peut empêcher quelqu'un, du moins dans mon pays, de signaler toute activité illégale. C'est pourquoi je ne me suis pas du tout inquiété lorsque j'ai signalé que lui et son école avaient plus de 50 PC fonctionnant avec des versions pirates de Windows, Office, toute la suite Adobe, Revit, Cinema 4D, 3ds Max et beaucoup d'autres logiciels très chers. Peu de temps avant, une grande chaîne de magasins traditionnels avait fait faillite dans notre état pour avoir dû payer rétroactivement amende sur amende rien que pour Windows. C'est donc peu dire que le gouvernement prenait le piratage très au sérieux à l'époque. Cela devient encore plus drôle quand tu réalises que la personne signalée reçoit un email avec toute la plainte, à part l'auteur du rapport, à la minute où elle est déposée, afin qu'elle puisse préparer sa défense. Sa réponse n'était pas du tout inattendue. Quelques 5 minutes après notre rapport, un email similaire est arrivé dans notre boîte de réception, nous dénonçant pour 30 copies sans licence de Windows et de nombreux autres programmes. Mon partenaire commercial parlait encore au responsable des finances de notre ancien travail, et sachant que notre ex-patron serait probablement juste à côté de lui, furieux et criant, il a décidé de lui envoyer une photo de notre seule salle de classe, sans aucun ordinateur en vue. Nous avons décidé de nous spécialiser dans les cours de création de bandes dessinées, ce qui nous dispensait d'ordinateurs. Et chaque fois que nous accueillions un cours qui en demandait, nous demandions à nos élèves d'apporter le leur. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que tout le personnel restant avait abandonné le navire, le laissant avec seulement un stagiaire et quelques enseignants sans contrat permanent. Mon ancien patron a en fait gardé un œil sur nous, et apprenant que certains de ses enseignants nous contactaient pour accueillir des classes spéciales, il a commencé à les faire chanter, menaçant de mettre fin à leur contrat s'ils insistaient pour faire affaire avec nous, alors qu'il n'y avait aucune clause d'exclusivité dans leur contrat. Certains d'entre eux l'ont mis au défi, et il a dû à nouveau payer une tonne de fric rien que pour rupture de contrat. Le temps a passé, et j'ai entendu dire que le gars compte ses sous et se bat pour rester à flot. Avant, il ouvrait des classes complètes tous les 6 mois, occupant toutes les dates et heures disponibles. Maintenant, il arrive à peine à remplir une sortie de terrain, à commencer à ne tenir que des cours du soir, et même pas tous les jours. La moitié de la semaine, il ferme ses portes, n'ayant pas assez d'élèves, ni l'argent pour payer les employés ces jours-ci. Mais avant mon départ, il avait payé 40 000 dollars rien que pour le projet d'architecture afin d'agrandir l'entreprise en un an. Mais j'entends maintenant qu'il envisageait de fermer les portes et de proposer uniquement des cours en ligne, même avant la pandémie. Passons à la deuxième partie, où, des années après ma vengeance, j'ai à nouveau fait payer un tas d'argent à mon ex-patron, cette fois en frais de justice. Tout d'abord, je dois dire que ma propre école a fermé ses portes. Mon ami et moi ne faisions pas bon ménage, du moins en tant que partenaires commerciaux, et maintenant nous ne sommes même plus amis. C'est la vie. Nous avons encaissé, vendu ce qui pouvait être vendu, et chacun a poursuivi sa vie. Il se peut que j'écrive un jour sur ma petty revenge contre ce type. On peut dire que j'ai beaucoup de rancune. Mais ce récit ne parle pas de lui. Quelques mois plus tard, j'ai appris que notre ex-patron nous poursuivait en justice. Notre école, c'est-à-dire qui, comme je l'ai mentionné, n'existait même plus. La sœur de mon ex-ami, qui est aussi son avocate, m'a contacté et m'en a parlé. Je n'ai rien pu trouver dans les dossiers publics puisque le procès se déroulait à huis clos. J'en ai parlé à ma propre avocate et elle m'a dit « S'ils ne t'ont pas cité directement, fais comme si tu ne savais rien de l'affaire ». Et j'ai donc ignoré la question pendant quelques années. Pendant la fermeture, le fonctionnaire désigné m'a finalement trouvé chez moi et m'a cité à comparaître. Cela m'a également permis d'accéder aux réclamations de mon patron puisque j'avais 15 jours pour préparer ma défense. Ma femme m'a trouvé en train de rire aux éclats devant l'ordinateur. Ses revendications étaient absolument ridicules. Il a prétendu que j'avais volé ses cours et a utilisé comme preuve une impression de notre site, maintenant hors ligne, côte à côte avec les siens, en disant quelque chose du genre « Il devient évident que les deux écoles ont les mêmes cours ». Cependant, il n'a présenté aucune explication des similitudes, à part les noms, qui n'étaient même pas les mêmes. Nous avions un bout de formation sous l'égide de graphic design, mais aucun cours avec ce nom spécifique par exemple, et aucune autre classe sur aucun de ses sujets principaux. De plus, la plupart de nos cours portaient sur le thème des bandes dessinées, avec lequel il n'a jamais travaillé. Il nous a également traités de cyniques pour avoir osé lui faire concurrence sur le même marché. Même si c'est ma propre expérience antérieure dans le secteur de l'apprentissage qui m'a fait décrocher le poste dans son entreprise en premier lieu. À un moment donné, les documents ont cité une déclaration de notre site où nous disions que nous prenions nos expériences précédentes comme un moyen d'apprendre de nos erreurs et de faire différemment, et l'ont appelé une confession de plagiat. J'ai demandé à mon avocate de me laisser écrire ma propre défense en lui laissant la tâche de traduire en langage juridique. En fait, elle a copié-collé ma déclaration complète en disant qu'elle n'aurait pas pu mieux argumenter.
J'ai mis sur papier toute la répulsion que je ressentais, j'ai cité toute mon expérience de l'enseignement et j'ai réfuté chacune de ces affirmations avec des faits et des preuves réelles, en joignant des conversations imprimées, des emails sauvegardés et en attirant l'attention sur son propre manque de preuves. Le juge a rejeté l'affaire et lui a fait payer tous les frais juridiques, y compris ceux de mon avocat. Il aurait pu l'éviter s'il avait intenté le procès au tribunal des petites créances, mais comme il voulait les 30 000 $ de l'accord de non-divulgation plus les dommages et intérêts, il l'a bien cherché. Encore une autre pelletée de terre sur son cercueil. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.